Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Donc, je m'appelle Marc Zaffran. Je suis aussi un peu plus connu sous mon pseudonyme d'écrivain de Martin Winkler. Et je suis médecin de famille de formation. J'ai exercé la médecine générale en France, en milieu rural pendant 10 ans, entre 83 et 93. Et entre 83, 84 et 2008, j'ai été médecin dans ce qu'on appelait un centre d'orthogénie en France, mais qui était en fait un centre de santé des femmes. Et je suis écrivain publié depuis 1989. Alors j'ai toujours eu deux activités parallèles qui étaient l'activité comment dirais-je, d'écriture et l'activité de soignant. Parce que je pense que fondamentalement, un médecin, ça devrait être un soignant. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais j'ai toujours été extrêmement intéressé par les technologies de communication. C'est paradoxal parce que quand j'étais gamin, et j'ai toujours un peu horreur de ça, j'avais horreur du téléphone. J'avais peur au téléphone. Je pensais que les gens n'allaient pas me reconnaître. Et puis, je suis devenu un accro des nouvelles technologies. Et maintenant, si au lieu d'aller faire des conférences en France, je fais des conférences par Skype, ça a fait des économies d'énergie, etc. Mais j'ai plus peur du téléphone. L'instrument, l'objet que vous voyez ici, si vous n'avez pas vécu en France, ça s'appelle un Minitel. C'était la version française de ce qui aurait dû être l'Internet en France. C'était un appareil qui fonctionnait très bien, mais qui avait un très très gros défaut, c'est que c'était quelque chose de complètement centralisé. Vous ne pouviez pas communiquer avec quiconque, sauf avec des services gouvernementaux ou avec des gens qui vous vendaient un produit, mais vous ne pouviez pas communiquer entre vous. C'était uniquement descendant, c'est-à-dire qu'on demandait quelque chose, une information, ou on commandait quelque chose, mais ce n'était pas du tout horizontal. Et surtout, c'était une arnaque financière de première grandeur, puisque, par exemple, ce qui marchait le mieux sur le Minitel, c'est ce qu'on appelait les services roses, qui étaient des services par lesquels vous rentriez en contact avec un interlocuteur ou une interlocutrice avec lequel ou laquelle vous aviez une conversation érotique, comme le téléphone rose d'une certaine époque. Et évidemment, l'office gouvernemental qui s'appelait France Télécom à l'époque touchait 60% de la communication, parce que c'était facturé à la communication, évidemment. Plus vous restiez longtemps, plus c'était cher, ça coûtait un fric fou. Et ça n'avait strictement aucun intérêt sur le plan de l'échange des informations, parce que, encore une fois, c'était centralisé et c'était vertical. À la même époque, il est apparu en 1980 et il a disparu seulement en 2012, ce qui est quand même assez extraordinaire, parce qu'en 2012, l'Internet était quand même très répandu en France et il y avait encore des gens qui avaient un Minitel, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, autour de 1982-83, j'ai vu apparaître ce truc-là. Ça n'avait que deux intérêts pour moi. C'était pour chercher un numéro de téléphone, ça c'était gratuit, et pour réserver un train. Ou pour trouver, non, on ne réservait même pas le train, on trouvait l'horaire du train. Ça, bon, alors comme c'était gratuit, on pouvait l'utiliser comme ça, mais autrement, je ne l'utilisais jamais. Et j'ai inventé dans un roman qui était inédit un appareil que j'appelais le Comitex, et qui en fait était un ordinateur avec Skype et le chat tel qu'on l'a aujourd'hui. C'est-à-dire, je me disais, mais c'est complètement ridicule de ne pas pouvoir avoir une communication horizontale. J'ai eu ma première adresse Internet en 1995. C'était le service maintenant disparu qui s'appelait CompuServe. Et CompuServe, c'était assez extraordinaire pour un Français d'avoir CompuServe, parce que d'abord, il se trouve que j'avais passé un an aux États-Unis, donc je parlais anglais, je lisais l'anglais couramment. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'on avait accès non seulement au courrier électronique, ce qui déjà était quelque chose de merveilleux pour communiquer avec des gens très loin, mais on avait aussi accès à une communauté qui partageait un très grand nombre d'informations sous forme condensée, c'est-à-dire que c'était des petits programmes. Par exemple, quand vous vouliez vous procurer un programme de compression, vous pouviez le télécharger sur CompuServe. Quand vous vouliez acheter un programme qui vous permettait de mettre des images sur votre ordinateur, vous pouviez le télécharger. Et il y avait aussi des forums, ce qu'ils appelaient des mailing lists, dans lequel vous pouviez partager des informations sur une télésérie. J'étais un grand fan de téléséries. Et j'étais inscrit à la
mailing list de Law and Order, parce que j'aimais beaucoup Law and Order à partir de 1990. Et CompuServe a été une révélation pour moi parce que ça voulait dire qu'il y avait, dans le monde anglo-saxon, en particulier en Amérique du Nord, il y avait des gens qui partageaient des informations, qui les partageaient de manière horizontale entre étrangers, et que ce partage était un partage réciproque. Je me souviens aussi des premières... quand j'ai commencé quand il y a eu un web et qu'il y a eu des sites internet, je me souviens des premiers sites sur lesquels j'allais, comme j'aimais beaucoup les téléséries, et en particulier les téléséries anciennes, j'avais trouvé quelqu'un qui avait fait un site consacré entièrement à The Twilight Zone, et qui m'avait envoyé des épisodes de Twilight Zone sur cassette qu'il avait repiqué sur une chaîne locale, des épisodes que je n'avais pas vus depuis 25 ou 30 ans, et j'étais très très heureux. Et moi, en échange, je ne sais plus ce que je lui avais envoyé, mais j'avais dû trouver quelque chose à lui envoyer en échange. En 1999, il se trouve qu'en 1998, j'ai rencontré un très grand succès en tant qu'écrivain avec un roman qui s'appelait La maladie de Saxe, qui m'a fait gagner beaucoup d'argent. Je n'avais pas prévu ça, mais je me suis dit, je vais le mettre à profit, et je me suis mis à écrire un livre dont je rêvais depuis 10 ans, qui était un livre qui s'appelait Contraception, mode d'emploi, qui a été réédité 2 fois, qu'on aimerait bien rééditer encore une fois, et qui était un livre grand public destiné à informer n'importe quelle personne qui voulait le savoir sur toutes les méthodes de contraception existantes. Et il est bien évident que ce livre, j'avais travaillé dans une revue qui s'appelait La Revue Prescrire, dans laquelle j'avais appris la bibliographie, mais il est bien entendu que ce livre, je n'aurais pas pu l'écrire si je n'avais pas été connecté à ce moment-là. On était donc à partir de 1999, je l'ai écrit entre 1999 et 2001, il a été publié en 2001. Et ce livre, je n'aurais pas pu l'écrire si je n'avais pas pu, premièrement, consulter des banques de données en ligne très importantes, en particulier des banques de données gratuites de l'OMS, du Johns Hopkins Hospital avec le Population Report, des banques de données britanniques sur la contraception, parce que la contraception, le contrôle des naissances, c'est un problème qui est un problème planétaire, et donc toutes les organisations non gouvernementales internationales affichaient des documents qui étaient dans toutes les langues. Bon, moi, je pouvais lire l'anglais, ce n'était pas un problème, mais je pouvais aussi télécharger des documents en français pour des gens que ça intéressait aussi. Et ça m'a permis, cette connexion possible avec tous ces sites, m'a permis d'acquérir un très grand nombre d'informations. Je me suis rendu compte, alors même que je travaillais dans un service de planification et que j'apprenais beaucoup de choses et que je savais beaucoup de choses, je me suis rendu compte avec stupéfaction que la formation médicale à la française était complètement refermée sur elle-même et qu'en particulier en ce qui concernait le contrôle des naissances, la contraception, il y avait environ 80% des choses que je ne savais pas. Ou 80% de mes informations qui étaient fausses et qui méritaient d'être révisées parce que tout simplement l'information ne passait pas de l'extérieur de la France à l'intérieur de la France parce que le monde médical français était très très fermé sur lui-même. En 2002, j'ai fait une autre expérience de communication qui est une expérience tout à fait exceptionnelle. C'est que parce que j'avais reçu un prix littéraire qui était le prix d'une radio, de la grande radio publique française qui s'appelle France Inter, j'étais un peu la mascotte de la radio et un jour, ils m'ont confié, sans savoir ce que j'allais en faire, les malheureux, ils m'ont confié une chronique de 3 minutes tous les matins à l'heure de la plus grande écoute qui était le 7-9, c'est-à-dire le moment où tous les gens écoutent la radio avant de partir au travail, qui s'appelait Odyssée. C'était une chronique scientifique et d'emblée, cette chronique scientifique, j'ai décidé de la faire de la manière suivante. Dans ma première intervention, j'ai dit aux auditeurs, je leur ai dit, je pourrais vous faire une chronique scientifique qui va être consacrée uniquement aux choses qui m'intéressent, mais au fond, ce n'est pas très marrant. Ce qui est plus intéressant, c'est que vous m'envoyez vos questions et que moi, j'essaye de trouver les réponses. Et les questions, ça pouvait être pourquoi est-ce que la mer est bleue, pourquoi est-ce que la mer est salée, pourquoi est-ce que le ciel est bleu, pourquoi est-ce que, à quelle distance se trouve la Lune tourne-t-elle autour de la Terre, etc. etc. Ou qu'est-ce que c'est qu'une éponge, est-ce que c'est un animal, bon. Voilà.
Donc, c'est devenu une chronique, et c'était la première fois qu'on faisait ça en France, parce que même sur le service public, on n'avait jamais pensé qu'on pouvait faire une chronique interactive. C'était la première chronique interactive radiophonique en France, sur une chaîne publique, et je voulais aussi faire une chronique de service public, c'est-à-dire donner des informations auxquelles le public n'avait pas accès auparavant. Alors, il y avait des choses qui étaient rigolotes, comme par exemple, quelle est la différence entre un crocodile et un alligator? Eh ben, la différence, c'est que c'est quasiment pareil. Bon, et j'expliquais pourquoi les crocodiles... Bon. Ça, c'était drôle, mais c'était aussi très informatif. Mais je voulais faire aussi des chroniques qui étaient des chroniques engagées socialement et politiquement. Donc, par exemple, j'ai fait 3 chroniques sur la contraception, et on n'avait jamais fait ça à la radio en France. La chroniqueuse médicale de France Inter n'avait jamais fait ça. J'ai fait, par exemple, une chronique qui était « Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a oublié sa pilule ?» Ou bien, est-ce qu'on a le droit de poser des stérilés à des femmes sans enfants? Il y avait un mythe à l'époque en France qui continue à exister, c'est que non, on ne peut pas poser de stérilés aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Ce qui fait que ça emmerde beaucoup d'utilisatrices qui n'ont pas envie de prendre la pilule pendant 30 ans et qui veulent se faire poser un stérilet, et elles se trouvent confrontées à des médecins qui ne veulent pas en entendre parler. Alors donc j'ai utilisé cette chronique, et évidemment, encore une fois, cette chronique, je n'aurais pas pu la faire si je n'avais pas eu l'Internet pour recevoir des messages, parce que j'avais une page dédiée, qui était une page de courriel dédiée sur laquelle les auditeurs m'écrivaient. Ils m'écrivaient à mon adresse personnelle. Et j'avais une page sur laquelle j'affichais le texte de ma chronique. Il y avait le son. Maintenant, on affiche les sons, on conserve les sons très longtemps, mais à l'époque, ils mettaient le fichier son que pour la journée. Mais je pouvais afficher le texte, ce qui me paraissait beaucoup plus intéressant parce que, comme ça, les gens pouvaient l'imprimer, ils pouvaient le relire, ils pouvaient se le passer, et je pouvais mettre aussi sous le texte, bien entendu, des liens que je ne pouvais pas donner à la radio. Donc, ça a été ma première page interactive, c'était donc en 2002-2003, en France, sur laquelle les gens pouvaient, d'une part, recueillir le texte de la chronique. Alors, il y en avait, par exemple, j'avais fait une chronique sur qu'est-ce que c'est que l'incompétence. Parce qu'il y avait un psychologue anglo-saxon qui avait étudié l'incompétence. À quoi reconnaît-on quelqu'un d'incompétent? Ben, c'est très simple, quelqu'un d'incompétent est persuadé qu'il sait tout et qu'il ne peut pas se tromper. Et même quand on lui montre qu'il s'est trompé, il dit « Non, je ne me suis pas trompé, j'avais raison ». Bon. Et j'avais fait cette chronique-là, et j'ai reçu je ne sais pas combien de messages de gens qui me disaient « Mais est-ce que je peux avoir votre chronique ?» Et je leur disais « Vous allez sur le site, et puis vous faites copier-coller, vous avez le texte de la chronique, et puis c'est fini. » Et ils étaient ravis, parce que comme ça, ils pouvaient l'afficher dans leur bureau. Et il se trouve qu'au bout d'un an, France Inter en a eu un peu marre de m'entendre parler, parce que j'avais une attitude un peu trop, qu'eux, ils considéraient comme démagogique, c'est-à-dire que je m'adressais au public d'égal à égal. Et en particulier, je disais que je faisais ça de mon salon, parce qu'on m'avait mis une ligne dédiée dans mon salon, j'étais en province, je faisais ça le matin en pantoufles, pendant que mon gamin, il attendait que l'ordinateur soit libre pour aller jouer dessus. Et je n'avais pas honte de le dire, je ne disais pas « je suis parisien », mais il aurait fallu que j'aie une attitude qui était une attitude un peu dominatrice et dominante, ce qui n'était pas du tout mon état d'esprit. Et au bout d'un an, ils en ont eu marre, ils m'ont mis dehors, surtout parce que j'avais fait quelques chroniques sur l'industrie pharmaceutique. Alors ça leur avait pas plu parce que l'industrie pharmaceutique, à ce moment-là, faisait de la communication d'images sur France Inter en disant « Nous, on est des bienfaiteurs de l'humanité, on vous apporte des tas de médicaments, sans nous, les diabétiques, ils mourraient, etc. etc. » Et moi, je disais « Ouais, c'est vrai, mais bon, il y a d'autres trucs qui sont un peu moins marrants. » Et je faisais de la critique politique à propos de l'industrie en disant « C'est quand même pas des bisounours, il ne faut pas exagérer. » Alors donc, au bout d'un an, ils m'ont vidé, et la chronique s'appelait Odyssée. C'est pour ça que ça aussi, ça a été une première, parce que chaque fois que France Inter faisait une chronique, quand les chroniqueurs publiaient leur livre, France Inter mettait son tampon dessus. Là, ils n'ont pas voulu mettre leur tampon sur mon livre, tellement ça les avait embêtés. Et il se trouve que au moment, j'avais fait pendant ma chronique, j'avais fait 3 présentations sur l'Internet
qui était diabolisé à l'époque en France. L'Internet, c'était le grand Satan, c'était l'outil avec lequel les gens vont apprendre des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Et comme vous le disiez tout à l'heure, alors les médecins disaient ouais, maintenant les gens ils vont chercher des trucs sur Internet et ils nous apportent des documents qu'ils ont téléchargés on ne sait pas où. Mais tout le monde disait ça. Ils disaient, ouais, maintenant les gens ils lisent des choses sur Internet et puis ils critiquent tout alors qu'ils connaissent rien. Il faut savoir que la mentalité française est une mentalité extrêmement paternaliste et que ne peuvent connaître des gens que les professeurs d'université, les élites intellectuelles, les hommes politiques, mais pas les autres. Et surtout, et seulement ceux, en préférence, ceux qui vivent à Paris, pas ceux qui vivent ailleurs. Donc évidemment, ce n'était pas mon avis. Quand l'émission à France Inter s'est arrêtée, un internaute m'a écrit en me disant « Écoutez, vous devriez continuer votre chronique sur un site ». Alors je lui ai dit, écoutez, alors c'était l'époque où on commençait à faire des sites de façon... on pouvait faire un site tout seul, ce n'était pas encore aussi facile que les blogs, mais on pouvait fabriquer des sites tout seul. Je dis, je sais que ce n'est pas très compliqué à faire, mais je n'ai pas le temps de le faire. Et 15 jours plus tard, il m'a envoyé un autre message en disant, votre site est prêt, j'ai mis quelques articles dessus maintenant, comment vous le voulez? Il m'avait demandé comment vous le voulez. J'ai dit, je voudrais un petit journal. Il m'a fait un petit journal dans lequel maintenant, alors c'est donc c'était le premier site français personnel consacré à la santé. Il n'est pas seulement consacré à la santé, je parle aussi de mes livres de temps en temps, mais c'était la première fois qu'on faisait un site d'information sur la santé, et il était centré surtout sur la contraception, puisque c'était ma spécialité. J'y ai mis beaucoup d'informations qui étaient consacrées à la contraception et qui venaient, bien entendu, des recherches que j'avais faites auparavant. Bon. Et comme il y avait une adresse Internet, évidemment, à laquelle les gens pouvaient m'écrire, les gens ont commencé à m'écrire. Entre 2003, ouverture du site, et 2009, qui est le moment où je suis parti de France et je suis venu m'installer à Montréal, j'ai reçu quelque chose comme 10 000 courriels. Et l'immense majorité de ces courriels étaient des courriels qui posaient des questions que des gens auraient pu poser en consultation. C'était d'ailleurs beaucoup plus facile de les poser par courriel que de les poser en consultation, parce que d'abord, ils ne me connaissaient pas. Ensuite, c'était écrit, donc ils n'avaient pas besoin de se faire une posture pour me parler de choses très intimes. Troisièmement, ils pouvaient le faire de façon très courte ou très longue. Et ça avait un grand intérêt, à mon avis, et j'y reviendrai tout à l'heure, sur le fait que les gens puissent écrire longuement sur leurs problèmes. Pour eux, ça avait un intérêt. Pour moi, c'était plus compliqué parce qu'il fallait que je lise tout et que j'essaye de répondre à tout. Mais en tout cas, ça a un grand intérêt et je vous expliquerai pourquoi. Et j'ai commencé à me rendre compte de la pauvreté de l'échange que les gens avaient avec leurs propres médecins, puisqu'ils posaient des questions qui étaient des questions élémentaires auxquelles leur médecin de famille aurait dû répondre, ou leur gynécologue si c'était de la contraception, mais ils n'obtenaient pas de réponse tout simplement parce que c'était des questions qu'on n'écoutait pas, c'était des questions qu'on considérait comme sans intérêt, alors que c'était des questions qui étaient très importantes pour les internautes qui les posaient. Et comment dirais-je, alors vous voyez par exemple, je vous ai mis un exemple de questions-réponses. Évidemment, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où j'ai reçu des questions-réponses, j'ai demandé l'autorisation systématiquement aux gens qui m'écrivaient de publier leurs questions de façon anonyme et la réponse, parce que comme ça, tout le monde pouvait en profiter. Et au bout de... Alors je ne sais plus combien il y en a, mais il doit y avoir plusieurs centaines de questions-réponses, parce que j'ai fait ça quand même pendant plusieurs années. Je me suis arrêté quand je me suis rendu compte que toutes les questions-réponses revenaient un peu de la même manière, donc là, je ne pouvais plus répondre à tout le monde. Mais voilà un exemple de question-réponse. Quelqu'un qui me dit, ben voilà, je vais voir mon gynécologue, il me refuse un stérilet, et je lui réponds, effectivement, c'est complètement inacceptable. Voilà des centres de planification qui sont les centres dans lesquels vous trouverez les médecins les plus susceptibles de vous poser un stérilet, même si vous n'avez pas d'enfant, parce qu'ils le font couramment, et ils savent bien qu'il vaut mieux qu'une femme ait un stérilet, même si elle n'a pas d'enfant, plutôt que de se retrouver enceinte et d'avoir recours à une interruption de grossesse. Et donc, plus tard, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'à partir de 2004-2005, la Haute Autorité de Santé a publié des recommandations sur la contraception disant « on peut poser des stérilets aux femmes sans enfants, c'est une légende qu'on ne peut pas le faire ». Et à ce moment-là, j'ai mis le texte sur le site, les femmes pouvaient le télécharger, et je leur disais
Si votre gynécologue a des réserves, il peut avoir des réserves pour de bonnes raisons, parce qu'il est inquiet, parce qu'il a peur que ce soit dangereux pour vous. Eh bien, vous téléchargez le document de la HAS, vous allez lui mettre sur la table, vous lui dites, monsieur, l'autorité de santé dit que vous pouvez le faire, je vous dis que vous pouvez le faire parce que moi je le veux, faites-le. Et c'était donc une manière de fournir des documents qui étaient des documents officiels aux gens pour pouvoir, comment dirais-je, négocier, si vous voulez, avec les médecins. Donc en fait, j'ai contribué à accentuer, en tout cas dans le monde de la santé, j'ai contribué à accentuer le recours des internautes, et en particulier celles ou ceux qui s'intéressaient à la contraception, le retour des internautes aux documents en ligne, parce que je suis devenu moi-même un fournisseur de documentation en ligne pour que les gens puissent aller discuter avec leurs médecins. Quand j'étais médecin de famille entre 83 et 93, il n'y avait pas encore d'Internet. Ça m'arrivait très souvent de voir des gens arriver avec un article qu'ils avaient découpé dans le journal, comment dirais-je, une photocopie d'une page d'encyclopédie, etc. Et c'était normal parce que moi, je leur mettais des revues qui étaient des revues de santé, souvent des revues de santé alternatives, des revues sur la croissance de l'enfant, sur la grossesse, etc., mais des revues grand public. Je leur mettais ça sur la table de la salle d'attente. Je ne leur mettais pas Jour de France et Point de vue, Image du Monde, comme on voyait dans les salles d'attente françaises, c'est-à-dire les tabloïds. Je leur mettais des choses informatives. Donc forcément, quand eux-mêmes lisaient quelque chose, ils savaient qu'ils pouvaient venir m'en parler, et je ne trouvais pas ça anormal du tout. Ils me donnaient leur article, et puis je disais, bah, écoutez, si c'était un article un peu long, je leur disais, bah, écoutez, je le lirai, et puis je vous dirai ce que j'en pense, mais je ne les accueillais jamais en leur disant, qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans les revues, dans les journaux. Donc ça me paraissait normal que l'Internet soit encore plus performant pour faire ça. Un autre exemple de mon utilisation, c'est que par exemple en ce moment il y a un mouvement croissant de personnes qui ne veulent pas d'enfants en France et qui veulent se faire stériliser. Or la loi française autorise toute personne à se faire stériliser à l'âge de 18 ans, après 4 mois de délai de réflexion, depuis 2001. Le seul obstacle que les individus rencontrent, c'est les médecins. Les médecins ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ils ne veulent même pas, des fois, faire une opération de stérilisation à une femme qui a 3 enfants, qui en a ras-le-bol, et puis qui décide qu'elle n'en aura plus. Ils lui disent des trucs du style « mais non, si vous en perdez un, vous voudrez peut-être en faire un autre, etc. » Enfin, c'est des conneries, des conneries. Ils ont un comportement stupide et paternaliste. Des gens qui ne veulent pas d'enfants, moi j'en ai toujours connu, depuis leur plus tendre jeunesse, ils ont décidé qu'ils n'auraient pas d'enfants, et c'est la croix et la bannière quand on est obligé d'utiliser des méthodes de contraception compliquées. Je me souviens très bien qu'un de mes amis, je ne sais plus quand c'était, je pense que c'était dans les années 70, un de mes amis en France m'avait dit « je ne veux pas d'enfants ». Je dis « mais alors… et il n'était pas marié, hein. Il avait des petites amies à droite à gauche. Je lui dis, mais comment tu fais? Il me dit, je me suis débrouillé, je suis allé en Angleterre où la vasectomie est légale et je me suis fait faire une vasectomie. Problème réglé. Et moi, je trouvais ça extraordinaire qu'il ait pu assumer sa liberté. Seulement, il avait fallu qu'il traverse la Manche pour le faire, puisqu'en France, c'était interdit. En France, maintenant, depuis 15 ans, 16 ans, c'est autorisé, mais les médecins font obstacle. La majorité des médecins, des gynécologues ou des urologues ne veulent pas en entendre parler. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé aux internautes, via ma page Facebook, via mon code Twitter, je leur ai demandé de m'envoyer les adresses des médecins qui connaissaient et qui pratiquent des ligatures de trompe, des poses de système Essure ou des vasectomies. Et donc, j'ai fait un annuaire national de gens, et donc les gens le nourrissent, ou bien ils disent bah, celui-là il ne veut plus en faire, etc. Et donc petit à petit je le remets à jour, et le truc évidemment il le télécharge et il circule. Donc ça c'est aussi un exemple de choses qu'on peut faire pour donner accès à la santé. Et je suis très fier aussi sur mon site internet d'avoir accueilli par exemple une association d'adultes autistes qui n'avait pas de site dédié et qui trouvait compliqué d'en faire un spécialement, et à qui j'ai donné une section, et dans laquelle il y avait donc des informations sur leur réseau, hein, le réseau des adultes autistes fonctionnels, et puis où il y avait des contributions sur quel genre de problème on rencontre, etc. Un autre truc dont je suis très fier aussi, c'est qu'un jeune médecin italien
Un jeune médecin suisse qui parle italien et français m'a dit ta banque de données sur la contraception, c'est extraordinaire, on n'a pas ça en Italie, est-ce que je peux traduire les textes en italien? Je lui ai dit bien sûr, si tu veux traduire les textes en italien, c'est du bien commun, hein, ils sont faits pour ça. Et évidemment, je l'ai accueilli sur mon site parce que comme ça, il n'a pas eu besoin d'en créer un. Il a eu sa page en italien et les textes qui l'intéressent, il les traduit et comme ça, il peut les diffuser aux lecteurs italianisants. En 2009, j'ai eu la chance, ça va aller très vite maintenant, j'ai eu la chance d'avoir pour la première fois, parce que je suis un auteur et maintenant un chercheur indépendant qui s'est toujours autofinancé, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse de recherche au CREOM, qui s'appelle maintenant le CRE, hein, le Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, où j'ai eu la chance qu'on me renouvelle mon statut de chercheur invité sans argent et sans bourse pendant 3 ans, ce qui m'a permis de rester à Montréal, de faire une demande de résidence permanente et de devenir résident permanent du Québec et du Canada. Le CREOM aussi a été une expérience très intéressante qui m'a permis de flirter un peu avec la télévision, puisque dès ma première année au CREOM, il se trouve que j'étais invité à l'émission de Christiane Charette au tout début de l'épidémie de grippe à H1N1. C'était au mois de mai. Et Christiane Charette me dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Je dis cette panique autour de la grippe à H1N1, c'est un truc pour vendre des masques et des vaccins. » Et en octobre, quand il a été question de vacciner tout le Québec, tout le Canada, les États-Unis en entier, etc., il se trouve que j'ai été invité à Tout le monde en parle en tant que chercheur en éthique, face au directeur de la santé de l'époque, pour dire ben non, il n'y a pas besoin, c'est pas vrai, les données épidémiologiques, quand vous regardez le site de l'OMS, il n'y a pas 30 millions de morts dans l'hémisphère sud, alors que dans l'hémisphère sud, l'épidémie est finie. Il n'y a pas de raison que le virus il soit plus toxique dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et là, pour une fois, j'ai pu flirter un peu avec la télévision, mais je dois dire que la télévision, ce n'est pas aussi efficace que l'Internet pour transmettre des informations, parce que c'est des informations beaucoup plus fugaces, beaucoup plus labiles. Et puis tout s'est enchaîné très vite. J'ai créé un blog d'écriture sur lequel je me suis mis à faire écrire des gens qui avaient envie d'écrire. Et ça m'a servi beaucoup. Alors, j'avais une page Facebook depuis 2007, mais sur la page Facebook, je me suis mis à mettre des informations, des vidéos, des choses qui étaient pertinentes aussi pour les débats. La page Facebook, elle est très importante pour les débats sur la santé, pour les débats politiques. Maintenant, j'ai un compte Twitter aussi. Alors, je m'y suis mis il y a 2-3 ans seulement. Mais par exemple, c'est pareil, voilà, je diffuse en ce moment un document qui a été fait par des étudiants en médecine pour dire comment garder son indépendance face au laboratoire pharmaceutique. Et j'ai créé très dernièrement un blog qui s'appelle l'École des soignants. Et l'École des soignants, c'est un blog que je veux participatif, comme le blog de littérature, sur lequel je veux qu'il n'y ait pas seulement des soignants ou des professionnels ou moi seulement qui s'expriment, mais que des usagers s'expriment. Et en particulier, il n'y a pas très longtemps, j'ai publié ce texte, La violence verbale des professionnels de santé contre les femmes sans enfants et qui veulent le rester, en expliquant comment les médecins sont tout à fait agressifs avec les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Ma dernière aventure Internet, c'est YouTube, sur lequel j'ai commencé à publier il y a 3 jours. Et je me suis dit, parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur le site officiel du ministère de la Santé sur la contraception en France, qu'on était venu me demander de co-créer, parce qu'aucun gynécologue n'était capable de le faire apparemment, alors que moi, je suis qu'un généraliste de campagne. On est venu me dire, mais le seul qui a écrit de façon extensive sur la contraception, c'est vous, venez le créer avec nous. Bon, j'avais fait une petite vidéo pour expliquer ce que c'était qu'un stérilet. Je trouvais que la vidéo, elle était un peu moche, bon, donc j'ai décidé de la refaire. Et puis après, j'en ai fait une autre qui s'appelle « La pilule, comment ça marche ?» Et je voudrais terminer en disant ça. Finalement, l'Internet, ce que l'Internet m'a apporté à moi en tant que professionnel de santé, et forcément aux gens qui ont eu affaire à moi, c'est que j'ai appris à chercher les informations et à en trouver.
J'ai appris, en recevant beaucoup de messages, à traduire des demandes qui étaient des demandes souvent qui auraient pu me paraître étranges en consultation, mais que, par le biais de l'Internet et du délai qu'on a pour répondre aux questions, nous permet d'essayer de comprendre. En particulier, d'avoir des échanges avec la personne quand on dit bah, « je ne comprends pas ce que vous voulez dire ». Par exemple, j'ai des échanges depuis 6 ou 8 mois avec une jeune femme qui m'écrit 3 fois par semaine, parce qu'elle est très, très angoissée. Mais elle me pose des questions qui sont des questions tout à fait pertinentes. Donc en fait, c'est devenu une sorte de relation thérapeutique à distance. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas où elle est, je ne connais pas son nom, etc. Mais manifestement, elle a l'air de trouver que ce que je lui réponds est utile. Ça m'a permis d'apprendre à répondre lisiblement à des gens qui, comment dirais-je, n'ont pas tous le même niveau de lecture. Et ça, c'est une école d'humilité, d'apprendre à écrire des courriels pour des gens qui ne sont pas forcément des gens qui ont fait des études et qui n'ont pas forcément la même facilité de lecture que moi je peux avoir. Ça m'a permis évidemment de participer à des forums et de relayer des forums et des débats. Ça m'a permis de transférer des textes et de faire écrire. Ça m'a permis de vulgariser des concepts, par exemple des concepts comme les concepts d'éthique médicale. Sur le blog L'École des soignants, j'en ai vulgarisé beaucoup. Ça m'a permis de faire des sortes de consultations gratuites. Et je pense que c'est très important, et je voudrais terminer en disant ça. J'ai intitulé ma communication « J'ai des réponses qui a des questions » ou « Comment l'Internet m'a permis de devenir un meilleur soignant ». J'ai bien dit un meilleur soignant et pas un meilleur médecin. Et je crois que je suis un meilleur soignant. Pourquoi? Parce qu'un soignant, à mon avis, sur le plan éthique, ça doit être quelqu'un qui est en relation avec les autres de manière horizontale et non pas de manière verticale ou descendante, c'est-à-dire à partir d'un statut. Et depuis que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, je me sens encore plus comme les gens à qui je parle, parce que tout le monde fait des vidéos YouTube. Et j'avais peur de le faire parce que je me disais, je ne sais pas ce que je vais pouvoir raconter. En fait, j'ai du mal à m'arrêter à faire moins de 5 minutes, parce qu'il y a toujours des choses à raconter. Voilà, je vous remercie de votre attention.